Les animaux les plus dangereux et les plus puissants d'Afrique ont été désignés par les chasseurs sous le nom de Big Five, les 5 grands. En Amérique du Sud, 5 espèces sont emblématiques de la faune sauvage. Nous avons sillonné ce vaste continent à la recherche de ces animaux hors du commun. Des guides expérimentés nous ont amenés jusqu'à eux pour mieux vous les faire découvrir. Les 5 grands animaux d'Amérique du Sud. Le jaguar, le tama noir, la loutre géante, l'ours à lunettes et l'anaconda. À l'époque où les safaris étaient synonymes de chasse pour quelques privilégiés, il fallait plusieurs semaines pour rallier l'Amérique du Sud depuis l'Europe. Désormais, cela prend à peine une journée en avion. Notre voyage nous emmène dans le nord du continent, vers un animal aux dimensions colossales et à la force herculéenne. La Guyane est connue pour ses eaux abondantes. C'est dans les rivières que vit l'imposante anaconda. Vénéré et craint, mi-dieu, mi-démon, il règne en maître sur ce paradis aquatique. C'est ici qu'il entraîne tous ceux qui ont le malheur de céder à son emprise. L'eau est l'élément essentiel de son habitat. L'anaconda apprécie les environnements humides au même titre que le tapir et ses 300 kilos. Et le caïman noir qui mesure jusqu'à 7 mètres de long. Pour les capybaras, partager le territoire des anacondas n'est pas de tout repos. Lutz Dierksen est biologiste. Il est fasciné par les serpents constricteurs. Même s'ils ne sont pas venimeux, cela ne les empêche pas de mordre. Le boa arc-en-ciel, lui, vit dans la forêt, au milieu des feuilles et des broussailles. Dès 4 heures du matin, nous avons commencé à charger les 3 bateaux avant de nous mettre en route à la recherche du grand anaconda. Notre équipe se compose de Lutz Dierksen, de 9 accompagnateurs et de 3 caméramens. Même en pleine saison sèche, le niveau de l'eau est toujours très élevé. C'est de plus en plus souvent le cas ces dernières années. Pas un seul banc de sable isolé où les animaux pourraient prendre le soleil. Apercevoir des anacondas s'annonce difficile. Le grand anaconda, aussi appelé anaconda vert, vit à l'est des Andes, près des grands systèmes hydrologiques. On connaît bien la vie de ces serpents dans les zones marécageuses du Venezuela, les llanos.
Là-bas, les anacondas mesurent rarement plus de 4,5 mètres de long. Leur proie préférée, ce sont les capybaras, les plus grands rongeurs au monde dont les dimensions peuvent atteindre celles d'un chien berger. Pendant la saison sèche, la savane se transforme. Les lacs deviennent de vastes champs de boue durcie. Difficile pour un anaconda de plus de 4 mètres de trouver un point d'humidité qui lui permettra de supporter la chaleur. Les petits spécimens ont moins de mal à survivre. Début avril, la saison sèche touche à sa fin et les premières gouttes d'eau se transforment vite en pluie torrentielle. En à peine quelques jours, les étendues asséchées se gorgent d'eau. L'anaconda retrouve enfin son élément de prédilection. De toutes parts, la savane verdit et renaît à la vie. Les anacondas qui vivent au bord du fleuve sont différents de leurs congénères de la savane. Ils peuvent mesurer jusqu'à 9 mètres de long. Contrairement à leurs congénères vénézuéliens, on sait très peu de choses sur leur mode de vie. Notre première journée de voyage touche à sa fin à Riwa, le dernier village qui borde la rivière. Un monde sauvage nous attend ensuite. À la lueur du feu de camp, un vieux chasseur nous raconte la légende du matapi. Cet ustensile permet aux femmes d'extraire le jus toxique du manioc. L'idée en est venue à un chasseur alors qu'il observait un anaconda en train de se nourrir. Il a conçu une clé faite de lianes qui imite les mouvements de contraction du serpent en train d'avaler sa proie. Fascinant. Tout autant que le ciel qui brille de 1000 étoiles au-dessus de nos têtes. Le grand anaconda appartient à la famille des Boidae. Il tue en enroulant étroitement son corps musculeux autour de sa victime jusqu'à ce qu'elle meure étouffée. Ses dents sont orientées vers l'arrière, ce qui lui permet de la maintenir, sans toutefois la découper. Il n'a donc pas d'autre choix que de l'engloutir en une seule fois. Sa mâchoire et son corps sont capables d'une extraordinaire dilatation. Comme il ne peut déglutir, il détend puis contracte ses muscles. Grâce au mouvement ondulatoire de ses anneaux, il fait progresser sa proie toujours plus profondément dans son œsophage. Un groupe de becs en ciseaux prend son envol dans la lumière du petit matin. Les bateaux sont chargés. Un rapide petit déjeuner, puis il faut repartir. Encore 3 longues journées de bateau nous attendent. Notre objectif, un territoire inexploré situé en amont de la rivière. Il y a 2 ans, des chasseurs y ont observé des anacondas de plus de 6 mètres de long. Lutz Dirksen a l'intention de remonter cette piste. Il souhaite également réaliser la cartographie des espèces que l'on peut rencontrer dans la région. Plus nous progressons et plus la nature nous semble vierge.
Avec un tel niveau d'eau, les caïmans noirs ont bien du mal à trouver un endroit où se prélasser. Les plus gros spécimens, eux, ont trouvé leur place au soleil. Le caïman noir est le plus gros prédateur du continent. Ses mensurations, 7 mètres de long pour 100 kilos. Des écailles viennent agrémenter sa tête et son dos. La peau cuirassée de son ventre et de sa gorge est particulièrement épaisse et dure. Sa mâchoire supérieure est typique de son espèce. Toute dent qui tombe repousse invariablement. Les petits points qui ornent son museau sont autant de récepteurs ultrasensibles qui lui permettent de localiser ses proies. Au fil de l'évolution, les crocodiliens, dont font partie les caïmans, ont su imposer leur domination. Après plusieurs heures de trajet, une pause est la bienvenue. C'est Lutz Dirksen qui tient le journal de l'expédition. Ses observations précises sur les espèces rencontrées lui seront plus tard d'une grande utilité. Notre campement sur la rive a éveillé l'intérêt des caïmans. Prudemment, mais non sans une certaine curiosité, ils viennent y voir de plus près. Une mesure d'intimidation s'impose. Dans l'eau, le caméraman se fait tout petit. La bête est encore loin. Comment l'attirer sur un banc de sable pour mieux l'observer? La prudence est de mise. Le caïman commence par suivre le comportement des vautours. Une fois sûr qu'aucun danger ne menace, il vient récupérer les restes de repas que nous avons disposés en guise d'appât. Le voyage reprend à bord de nos 3 bateaux. Dans ce virage, la rivière a creusé une profonde entaille dans la berge et coule désormais tout droit. Des vestiges de l'ancienne berge se dressent encore au milieu du courant qui se renforce. Les moteurs des bateaux sont soumis à rude épreuve. Les limites des rivières sauvages varient souvent, formant de multiples bras morts et des étangs. L'après-midi suivant, nous croisons une famille d'otaries géantes. Les Indiens les attirent grâce à un cri bien particulier. Nous touchons enfin au but. Il ne peut s'agir que de l'endroit dont les chasseurs ont parlé. C'est ici que nous allons nous établir pour partir à la recherche des grands anacondas. Nous remontons notre équipement aussi loin que possible de la rivière. Par temps de pluie, les eaux peuvent monter très vite. Sous les cris de protestation des singes hurleurs, nous installons 4 bâches imperméables.
Une bâche pour la cuisine. Une pour l'équipement de tournage. Et 2 pour nos hamacs. Nous savons que les serpents et les scorpions aiment se glisser dans les poches et les bottes des hommes. Du poisson frais vient compléter nos rations de riz, de pâtes et de haricots. Nous sommes en route depuis maintenant plusieurs heures. En raison des fortes précipitations, les eaux sont encore très hautes, au point que les branches gênent notre progression. Les animaux n'ont pas besoin de venir à la rivière pour trouver de l'eau. Durant la saison des pluies, les anacondas suivent l'eau jusque dans la forêt. Ils passent toute leur vie dans les marécages. Même leur venue au monde a lieu en milieu aquatique. Dans le corps de leur mère, les embryons grandissent à l'intérieur des œufs. Lorsque ceux-ci sont prêts à éclore, les jeunes s'extirpent de la coquille avant d'être sortis du ventre de la mère. Ils naissent ensuite sous forme de petits serpents parfaitement développés. Ils sont tout de suite dans leur élément. Le nombre de jeunes dépend du gabarit de la mère. Chez une grande femelle, une portée peut compter plus de 80 serpenteaux. Selon les légendes indiennes, les petits dévoreraient leur mère. Un certain nombre de serpenteaux s'éloignent quelques minutes à peine après leur naissance. Ce sont déjà des prédateurs à part entière avec un redoutable instinct de chasseur. Pour son bain de soleil, cette iguane a choisi une souche d'arbre. Nous tentons notre chance dans un petit cours d'eau. Aux aguets, notre capitaine a repéré un mouvement et attrapé le responsable. Un jeune anaconda. Il fait près d'1 mètre de long et est âgé de seulement quelques semaines. Sa première mue le rend quelque peu apathique. De retour à bord du bateau, le soleil se fait brûlant. La saison sèche semble enfin arriver. Il faudra toutefois attendre plusieurs jours pour que le niveau des eaux baisse. Pour se frayer un chemin sans machette, il faut suivre les pistes régulièrement empruntées par les animaux. Voici un boa constrictor. Nous sommes trop grands pour lui servir de proie, mais cela ne l'empêche pas d'essayer de nous intimider. Lutz Dirksen connaît bien le comportement des serpents. D'une main experte, il attrape doucement mais fermement l'animal derrière la tête. Le boa constrictor est un cousin terrestre de l'anaconda. Celui-ci mesure près de 3 mètres. Il s'agit clairement d'une femelle.
encore un jeune anaconda. Lorsqu'ils sont âgés d'à peine quelques jours, ils se montrent particulièrement agressifs. De retour au camp, Lutz Dirksen complète son journal. Le Coran nous demande de réfléchir aux chameaux, cette créature merveilleusement faite. Ne contemplent-ils donc pas les chameaux? Comment ils ont été créés? 98-17. Et en effet, le chameau est une merveille, parfaitement adapté à l'un des environnements les plus rudes de notre planète, le désert. Le désert semble sans fin, une mer de sable sous un soleil brûlant. Pourtant le chameau y prospère. Comment un animal peut-il survivre à cette chaleur avec si peu d'eau? Le chameau, un don de Dieu, nous le montre. Le chameau est un symbole de résilience, de la vie qui perdure face aux défis. C'est un témoignage de la puissance de la création, une créature conçue pour s'épanouir là où d'autres périraient rapidement. Explorons ensemble les merveilles du chameau, un véritable miracle du désert. Chaque partie du chameau parle d'adaptation, d'une conception ingénieuse pour la vie dans le désert. Regardez ses pieds. Larges et plats, ils répartissent le poids du chameau, l'empêchant de s'enfoncer dans le sable mou. Chaque pas est sûr, un témoignage de la maîtrise de son environnement par le chameau. Le visage du chameau raconte une histoire de survie similaire. Ses longs cils épais ne sont pas que beauté. Ce sont des boucliers, protégeant les yeux du chameau du soleil intense et du sable soufflé par le vent. Et lorsque les tempêtes de sable font rage, le chameau peut fermer ses narines, gardant son souffle pur et ses poumons en sécurité. Mais la caractéristique la plus emblématique du chameau est peut-être sa bosse. Ce n'est pas une colonne vertébrale incurvée, comme certains l'imaginent, mais un réservoir d'énergie. Ici, le chameau stocke la graisse, une réserve pour les périodes de vaches maigres où la nourriture est rare. Et l'eau? Comment le chameau peut-il survivre pendant des jours, voire des semaines, sans boire? Le secret réside dans la remarquable capacité du chameau à conserver l'eau. Il en perd très peu par la sueur ou l'urine, tirant le meilleur parti de chaque précieuse goutte. D'autres animaux partagent le désert avec le chameau, chacun avec ses propres astuces de survie. Le fennec, avec ses oreilles surdimensionnées, évacue la chaleur. La gerboise, une minuscule créature ressemblant à un kangourou, vit presque entièrement sans boire d'eau, tirant l'humidité de sa nourriture. Mais le chameau se distingue, un roi ou une reine parmi les survivants. Il peut supporter des températures extrêmes qui terrasseraient d'autres créatures. Il peut parcourir de vastes distances, portant de lourdes charges. C'est le vaisseau du désert, une bouée de sauvetage pour les personnes qui naviguent sur ces terres hostiles. Depuis des milliers d'années, les chameaux sont essentiels à la vie humaine dans le désert. Ce sont nos partenaires dans le commerce, dans les voyages, dans la survie. Leur lait nous nourrit, leur laine nous habille, leur force nous transporte à travers les sables brûlants. La relation entre l'homme et le chameau est ancienne, un témoignage de notre voyage commun sur cette planète. Nous avons appris du chameau en adaptant nos propres modes de vie au rythme du désert. Et en retour, nous avons la responsabilité de protéger ces créatures remarquables. Malheureusement, certaines populations de chameaux sauvages sont menacées. Leurs habitats se réduisent, leur nombre diminue. C'est un rappel que nos actions ont des conséquences, même dans les coins les plus reculés du monde. Le chameau, une créature à la résilience apparemment impossible, a besoin de notre aide. En comprenant ses adaptations, en appréciant sa place dans le tissu vivant, nous pouvons faire en sorte que ce miracle du désert continue d'honorer notre planète pour les générations à venir. L'histoire du chameau n'est pas seulement une histoire de survie, mais une histoire d'espoir, un rappel que la vie
dans toute sa diversité et sa splendeur, trouve toujours un chemin. Le Coran, le livre sacré de l'islam, parle des merveilles du monde naturel comme autant de signes de la majesté de Dieu. Parmi ces merveilles, les oiseaux occupent une place particulière, leur capacité à s'élever dans le ciel témoignant de la puissance du Créateur, comme il est dit dans la sourate An-Nahl, verset 79, « Ne voit-il pas les oiseaux suspendus dans le ciel? Nul autre que Dieu ne les maintient là. En vérité, il y a en cela des signes pour ceux qui croient. » Hans. Ces versets nous invitent à réfléchir aux mécanismes complexes qui permettent aux oiseaux de défier la gravité. Comment des créatures aussi délicates peuvent-elles maîtriser le ciel avec autant de grâce et de puissance? La réponse, comme nous allons le découvrir, réside dans la conception extraordinaire de leur corps, un témoignage de la créativité infinie du divin. Pour comprendre le miracle du vol des oiseaux, nous devons d'abord examiner les merveilles cachées sous leurs plumes. Leurs os, contrairement à ceux des créatures terrestres, sont creux mais solides, renforcés par des entretoisements internes qui assurent leur intégrité structurelle. Cette structure légère est essentielle pour réduire le poids total de l'oiseau, lui permettant de s'élever du sol avec aisance. Au cœur de cette architecture squelettique se trouve le sternum, également appelé bréchet. Cette large plaque osseuse sert de point d'ancrage aux puissants muscles pectoraux, les moteurs qui actionnent les ailes de l'oiseau. Ces muscles, qui peuvent représenter jusqu'à 30% du poids corporel d'un oiseau, génèrent l'immense force nécessaire au décollage, au vol plané et aux manœuvres dans les airs. L'acte exigeant du vol demande une énorme quantité d'énergie et les oiseaux ont développé un système respiratoire unique pour répondre à cette demande. Contrairement aux mammifères, dont les poumons se dilatent et se contractent, les oiseaux possèdent des sacs aériens qui agissent comme des soufflets, faisant circuler l'air en continu dans leur corps. Ce système efficace garantit que les muscles de l'oiseau reçoivent un apport constant d'oxygène, même à haute altitude où l'air est raréfié. Les sacs aériens aident également à dissiper la chaleur générée par les puissants muscles de l'oiseau, l'empêchant de surchauffer pendant le vol. Comme tout ornithologue amateur peut en témoigner, les oiseaux possèdent une vue exceptionnelle, bien supérieure à la nôtre. Leurs yeux sont proportionnellement plus grands que ceux des mammifères et leurs rétines sont dotées d'une densité plus élevée de cellules photoréceptrices, ce qui leur permet de voir avec une clarté et une précision remarquables. Cette acuité visuelle est essentielle à la navigation, en particulier lors des longs voyages migratoires. Les oiseaux peuvent percevoir la lumière ultraviolette, invisible pour les humains, ce qui leur permet de détecter de subtiles variations du champ magnétique terrestre. Cette capacité remarquable leur permet de maintenir leur cap et de naviguer avec une précision étonnante sur de vastes distances. L'un des aspects les plus impressionnants du comportement des oiseaux est sans doute leur capacité à effectuer des migrations sur de longues distances. Chaque année, des milliards d'oiseaux se lancent dans des voyages épiques traversant continents et océans pour atteindre leurs aires de reproduction et d'hivernage. Ces voyages sont semés d'embûches, exigeant des oiseaux qu'ils naviguent à l'aide des étoiles, du soleil et du champ magnétique terrestre. Ils doivent également affronter des conditions météorologiques imprévisibles, des prédateurs et l'épuisement. Pourtant, poussés par l'instinct et guidés par une force invisible, ils entreprennent ces voyages génération après génération, un témoignage de la puissance immuable de la nature. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux,
Le très miséricordieux le royaume des fourmis, Coran 6h38, toutes les créatures sur terre, et tous les oiseaux qui volent avec des ailes, sont des communautés comme vous. Nous n'avons rien omis de ce livre. Astérisque astérisque, c'est vers leur Seigneur que seront appelées toutes ces créatures. Parmi les innombrables systèmes animaux que Dieu a créés sur terre, les fourmis sont certainement parmi les plus étonnantes. Il existe environ 10 000 espèces de fourmis, qui vivent pratiquement partout sur terre. Elles existent depuis environ 100 millions d'années, et les fourmis fossiles sont presque identiques aux fourmis d'aujourd'hui. La plupart des espèces vivent dans des colonies hautement organisées avec une reine, quelques mâles pour l'accouplement et de nombreuses ouvrières. Au début d'une nouvelle colonie, une étonnante série de comportements instinctifs se produit. La reine s'envole, s'accouple, comme l'abeille domestique, les mâles tombent morts, et trouvent un nouvel endroit. Elle construit un nid peu profond et démantèle ses ailes. Elle utilise ses ailes comme nourriture et absorbe également les muscles de vol de son corps comme nourriture. Cela peut lui permettre de survivre pendant 1 an sans autre nourriture. Contrairement à la reine des abeilles qui est accompagnée vers un nouvel endroit par de nombreuses ouvrières, la reine des fourmis part toute seule et doit subvenir à ses besoins jusqu'à l'éclosion des nouvelles ouvrières. Elle pond 100 œufs par heure, soit 30 000 par semaine. Au bout d'une vingtaine de jours, les œufs se transforment en larves ressemblant à des vers, que la reine lave et nourrit. Au bout d'une vingtaine de jours environ, les fourmis sont prêtes à affronter le monde. Elles savent instinctivement quel rôle elles doivent jouer. Les premières à sortir sont toujours des ouvrières, cueilleuses. Elles sortent chercher de la nourriture pour la ramener au nid pour la reine. Son travail consiste désormais uniquement à pondre des œufs. Il existe une division spécifique du travail chez les fourmis. Contrairement aux abeilles, qui évoluent d'un travail à l'autre, la fourmi naît dans le métier qu'elle exercera toute sa vie. Les nourrices prennent soin des petits avec minutie, elles veillent à ce que la saleté ne pénètre pas dans les segments du corps, léchant constamment les œufs et les larves. Ils les transportent doucement à l'endroit approprié dans la colonie pour chaque étape de développement, la bonne quantité d'humidité, de chaleur, etc. Ils les déplacent vers les chambres supérieures pour la chaleur pendant la journée et vers la chambre inférieure la nuit. S'il pleut dehors, les nourrices se précipitent en portant leur charge de plus en plus bas, là où la pluie ne peut pas pénétrer. Les fourmis ouvrières se concentrent sur l'agrandissement du nid, creusent de nouvelles chambres sous terre, font des réparations là où c'est nécessaire. Elles gardent également la colonie propre, en enlevant la saleté, les débris et les morts. Les soldats sont équipés de têtes plus grosses, d'une couverture dure comme une armure et de mâchoires plus grandes et plus fortes. Elles attaquent les insectes, à la fois pour se protéger et pour se nourrir. Les cueilleurs obtiennent la nourriture. Ils peuvent transporter jusqu'à 50 fois leur poids. Ou bien ils peuvent aller jusqu'à 600 pieds et revenir avec une seule graine à stocker au fond du nid pour l'avenir, un peu comme un homme qui marche 6 miles pour aller au magasin et revenir pour une miche de pain. Les colonies de fourmis dépendent des femelles de l'espèce pour leur création et leur survie. La reine et toutes les ouvrières sont des femelles. Il est intéressant de noter que les Écritures indiquent clairement le sexe féminin des fourmis ouvrières, un fait qui n'était pas connu lorsque le Coran a été révélé et certainement pas lorsque l'Ancien Testament a été écrit. Or, le chapitre 6 des Proverbes, versets 6 à 8, dit « Va vers la fourmi, ô paresseux, étudie ses voies et apprends la sagesse. Car bien qu'elle n'ait ni chef, ni commandant, ni gouverneur, elle se procure sa nourriture en été, et amasse ses provisions pendant la moisson. » Et dans le Coran, la sourate 27, intitulée « La fourmi », on trouve la charmante histoire des troupes de Salomon, versets 18 et 19, Coran 27 sur 18-19, lorsqu'elles approchèrent de la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô fourmis, rentrez chez vous, de peur d'être écrasé par Salomon et ses soldats, sans vous en rendre compte. » Il sourit et rit de sa déclaration, astérisque et dit « Ô mon Seigneur, ordonne-moi d'être reconnaissant des bienfaits que tu as accordés à moi et à mes parents, et d'accomplir les bonnes œuvres qui te plaisent. Admets-moi par ta miséricorde en compagnie de tes serviteurs pieux. » Les deux références sont résolument féminines, ce qui n'était pas connu à cette époque. Dieu a prévu des modes de vie étonnants parmi les nombreuses espèces de fourmis. Il y a des fourmis qui volent les œufs d'autres colonies de fourmis et les élèvent comme esclaves. Il y a des fourmis armées qui se déplacent constamment et chassent les insectes. Il y a des fourmis qui gardent des troupeaux de pucerons et les traient, profitant de la substance que les pucerons produisent à partir des fleurs. Il existe des fourmis qui travaillent en équipe pour coudre des feuilles ensemble afin de construire leur nid. Il existe aussi des fourmis, parasols, qui transportent de gros segments de feuilles au-dessus de leur tête comme des parapluies jusqu'au nid, où elles les mâchent partiellement,
puis les utilise comme pays pour faire pousser des champignons, leur nourriture de prédilection. Coran 55/10, 13. Il a créé la terre pour toutes les créatures. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Des forêts tropicales, luxuriantes de l'Amazonie aux déserts arides du Sahara, les reptiles prospèrent dans une variété époustouflante d'habitats à travers notre planète. Serpents, lézards, tortues et crocodiliens, chaque groupe présente des adaptations uniques qui leur ont permis de conquérir des environnements divers et de capturer notre imagination depuis des siècles. Ces créatures à sang froid, dépendantes de sources externes de chaleur, témoignent de la remarquable diversité de la vie sur Terre. Leurs écailles, leurs carapaces et leurs comportements fascinants offrent un aperçu d'un monde souvent mal compris, mais indéniablement captivant. Les reptiles, avec leur lignée ancienne remontant à des millions d'années, jouent un rôle vital dans l'équilibre complexe de leurs écosystèmes. Ils contrôlent les populations de proies, servent de nourriture à d'autres animaux et contribuent à la santé globale de leurs environnements. En plongeant dans le monde fascinant des reptiles, nous découvrirons les secrets de leur survie, leur importance écologique et les menaces auxquelles ils sont confrontés dans un monde en mutation. Rejoignez-moi dans ce voyage de découverte, alors que nous célébrons ces créatures remarquables et apprenons pourquoi leur conservation est cruciale pour le bien-être de notre planète. Les serpents, souvent craints et mal compris, sont des maîtres de l'adaptation, présentant un éventail remarquable de stratégies de survie. Leurs corps lisses et sans membres sont parfaitement conçus pour naviguer dans des environnements divers, des sous-bois denses aux déserts ouverts. Contrairement à la croyance populaire, tous les serpents ne sont pas venimeux. En fait, la majorité des espèces de serpents ne représentent aucune menace pour l'homme, jouant un rôle vital dans le contrôle des populations de rongeurs et le maintien de l'équilibre écologique. L'un des aspects les plus fascinants des serpents est leur locomotion unique. Dépourvus de membres, ils ont développé 4 modes de déplacement principaux. La reptation serpentine, la reptation rectiligne, la reptation latérale et la reptation en accordéon. La reptation serpentine, la méthode la plus courante, implique que le serpent se propulse vers l'avant dans une série de courbes en forme de S. Les serpents plus lourds, tels que les boas et les pythons, utilisent souvent la reptation rectiligne, s'appuyant sur des muscles puissants pour déplacer leur peau vers l'avant et vers l'arrière, agrippant le sol avec leurs écailles ventrales. La reptation latérale, couramment employée par les espèces vivant dans le désert, permet aux serpents de se déplacer sur le sable meuble avec une agilité surprenante. La méthode en accordéon, utilisée pour traverser des surfaces lisses et grimper, implique que le serpent ancre son corps à différents points tout en se poussant et se tirant vers l'avant. Cette diversité de mouvements souligne la remarquable adaptabilité des serpents. Leur capacité à prospérer dans un large éventail d'habitats témoigne de leur succès évolutif. Les lézards, avec plus de 6000 espèces, présentent un éventail étonnant de couleurs, de formes et de tailles, ce qui en fait l'un des groupes de reptiles les plus diversifiés sur Terre. Du minuscule gecko nain, mesurant à peine 1,6 cm de long, au redoutable dragon de Komodo, atteignant des longueurs allant jusqu'à 3 mètres, les lézards habitent une gamme remarquable d'habitats. Ces créatures fascinantes ont développé un éventail éblouissant d'adaptations qui leur permettent de prospérer dans leurs environnements respectifs. Certains lézards, comme les caméléons, sont des maîtres du camouflage, capables de changer la couleur de leur peau pour se fondre parfaitement dans leur environnement. Cette adaptation remarquable leur permet de tendre une embuscade à des proies sans méfiance et d'éviter d'être détectés par les prédateurs. D'autres, comme le lézard cornu, ont développé des mécanismes de défense plus intimidants. Lorsqu'il était menacé, ce reptile remarquable peut projeter un jet de sang de ses yeux, une démonstration surprenante qui dissuade souvent les prédateurs. Les geckos, connus pour leur remarquable capacité d'escalade, possèdent des coussinets aux orteils spécialisés avec des poils microscopiques qui leur permettent d'adhérer à des surfaces lisses, défiant même la gravité. Le gecko volant, fidèle à son nom, possède des replis de peau qui lui permettent de planer entre les arbres, illustrant l'incroyable diversité des adaptations au sein de la famille des lézards. Des déserts d'Afrique aux forêts tropicales d'Amérique du Sud, les lézards continuent de captiver notre imagination avec leurs apparences et leurs comportements uniques. Section 5. Crocodilien, seigneur des voies navigables.
Les crocodiliens, comprenant les crocodiles, les alligators, les caïmans et les gavials, sont les plus proches parents vivants des oiseaux, partageant un ancêtre commun qui a vécu il y a plus de 240 millions d'années. Ces anciens prédateurs, avec leurs puissantes mâchoires, leur corps blindé et leurs techniques de chasse en embuscade, sont restés relativement inchangés pendant des millions d'années, un témoignage de leur succès évolutif. Les crocodiliens se trouvent dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier, habitant une variété d'habitats d'eau douce, y compris les rivières, les lacs et les marais. Ces formidables prédateurs sont parfaitement adaptés à la vie dans l'eau, avec des narines et des yeux positionnés sur le dessus de leur tête, leur permettant de respirer et de voir tout en restant immergés. Leurs puissantes queues, conçues pour la propulsion dans l'eau, peuvent également porter un coup puissant aux menaces potentielles. Les crocodiliens sont des chasseurs opportunistes, se nourrissant d'une variété de proies, y compris des poissons, des oiseaux, des mammifères et même d'autres reptiles. Ils jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé de leurs écosystèmes en contrôlant les populations de proies et en empêchant la dominance d'une seule espèce. Malgré leur réputation redoutable, les crocodiliens sont des créatures complexes avec des côtés étonnamment tendres. Les femelles crocodiliens sont des mères dévouées, gardant férocement leur nid et s'occupant de leurs petits pendant plusieurs mois après l'éclosion. Section 6. L'importance des reptiles dans la toile de la vie. Les reptiles, souvent négligés ou mal compris, jouaient un rôle vital dans la toile complexe de la vie, contribuant à la santé et à l'équilibre des écosystèmes du monde entier. En tant que prédateurs, ils régulent les populations de proies, empêchant le surpâturage et maintenant la biodiversité. En tant que proie, ils fournissent de la nourriture aux plus gros animaux, assurant le flux d'énergie à travers les réseaux trophiques. Leur présence, souvent invisible, est essentielle au bon fonctionnement des systèmes naturels. Les serpents, par exemple, sont des agents de lutte antiparasitaires très efficaces, consommant de grandes quantités de rongeurs qui peuvent endommager les cultures et propager des maladies. Les lézards, avec leurs régimes alimentaires variés, aident à contrôler les populations d'insectes, empêchant les infestations qui peuvent dévaster la vie végétale et perturber l'équilibre écologique. Les tortues, aquatiques et terrestres, jouent un rôle important dans la dispersion des graines, transportant les graines vers de nouveaux emplacements et favorisant la diversité végétale. Les crocodiliens, en tant que prédateurs supérieurs, aident à maintenir la santé des écosystèmes aquatiques en contrôlant les populations de poissons et en empêchant la croissance excessive de la végétation aquatique. Leurs terriers, creusés dans les berges, offrent un abri à d'autres animaux, améliorant encore la biodiversité. L'importance des reptiles s'étend au-delà de leurs rôles écologiques directs. Ils servent également d'indicateurs de la santé environnementale, leur population reflétant le bien-être général de leurs habitats. Section 7. Les menaces qui pèsent sur nos compagnons à écailles. Malgré leur résilience et leur adaptabilité, les reptiles du monde entier sont confrontés à un nombre croissant de menaces, dont beaucoup sont d'origine humaine. La perte d'habitat, due à la déforestation, à l'agriculture et à l'expansion urbaine, est l'un des défis les plus urgents auxquels les reptiles sont confrontés aujourd'hui. À mesure que les habitats naturels sont détruits ou fragmentés, les reptiles perdent leur maison, leur source de nourriture et leur capacité à trouver des partenaires et à se reproduire. Le changement climatique, avec ses températures en hausse, ses régimes de précipitations modifiés et sa fréquence accrue de phénomènes météorologiques extrêmes représente une autre menace importante pour les reptiles. De nombreux reptiles, en particulier ceux dont la détermination du sexe dépend de la température, sont vulnérables au moindre changement de température, ce qui peut fausser les rapports de masculinité et menacer la viabilité des populations. La pollution, sous ses diverses formes, a également des conséquences néfastes sur les reptiles. Les pesticides, les métaux lourds et autres polluants peuvent s'accumuler dans le corps des reptiles, perturbant leur système endocrinien, altérant leur fonction immunitaire et réduisant leur succès reproducteur. Le commerce illégal d'espèces sauvages, alimenté par la demande d'animaux de compagnie exotiques, de médicaments traditionnels et de produits de luxe, menace encore davantage les populations de reptiles dans le monde. La capture et la vente de reptiles sauvages peuvent décimer les populations, perturber les structures sociales et introduire des maladies dans les populations vulnérables. Section 8. Conservation. Une responsabilité partagée. La conservation des reptiles, et en fait de toute la biodiversité, n'est pas simplement un acte d'altruisme, c'est une responsabilité partagée, essentielle au bien-être de notre planète
et des générations futures. En protégeant les reptiles, nous protégeons le réseau complexe de la vie qui nous soutient tous. Heureusement, il existe de nombreuses façons de contribuer à la conservation des reptiles, tant au niveau local que mondial. Soutenir les organisations dédiées à la conservation des reptiles, telles que le groupe de spécialistes des tortues terrestres et d'eau douce de l'UICN et l'International Reptile Conservation Foundation, est une étape cruciale dans la protection de ces créatures remarquables. Ces organisations mènent des recherches vitales, mettent en œuvre des programmes de conservation et sensibilisent le public au sort des reptiles dans le monde. Réduire notre empreinte écologique en minimisant notre consommation, en réduisant nos déchets et en choisissant des produits durables peut contribuer à atténuer les pressions sur les reptiles et leurs habitats. S'éduquer et éduquer les autres sur l'importance des reptiles et les menaces auxquelles ils sont confrontés est essentiel pour favoriser un sens de l'intendance et inspirer l'action. En partageant nos connaissances, nous pouvons aider à dissiper les mythes et les idées fausses sur les reptiles et à promouvoir l'appréciation de leurs rôles écologiques. Section 9. Un appel à la compréhension et à l'appréciation. Alors que nous concluons notre voyage dans le monde fascinant des reptiles, rappelons-nous que ces créatures, souvent craintes ou mal comprises, jouent un rôle vital dans la tapisserie complexe de la vie sur Terre. Leurs écailles, leurs carapaces et leurs comportements fascinants offrent un aperçu d'un monde à la fois ancien et merveilleux. Un monde qui mérite notre respect, notre protection et notre admiration. Efforçons-nous de remplacer la peur par la compréhension, l'indifférence par l'appréciation et l'apathie par l'action. En assumant notre rôle de gardien de la planète, nous pouvons garantir que les reptiles continuent de prospérer pour les générations à venir, enrichissant nos vies et nous rappelant la beauté et la diversité du monde naturel. Laissons un héritage de conservation, un héritage qui célèbre l'interconnexion de tous les êtres vivants et l'importance de préserver l'équilibre délicat de notre planète.